Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie ici de vous rencontrer pour pouvoir faire un peu le point sur la situation de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors cette conférence avait été déjà envisagée dès mon retour de la tournée britannique et américaine que j'ai effectuée il y a quelques jours. Et donc, j'avais à cœur de restituer, évidemment, tous les éléments que nous avons pu obtenir par rapport à la vision et à la perception qu'on a de notre pays outre-Atlantique particulièrement. Alors, je dois d'abord vous préciser que je suis ici avec notre ministre chargé des communications, M. Bruno Kasonga, à ma droite. Et donc, vous allez pouvoir vous familiariser au fur et à mesure avec les membres de l'équipe à chaque rendez-vous qu'on pourra vous proposer. Donc, j'ai été officiellement invitée en qualité de présidente de la diaspora congolaise, aussi bien au Parlement britannique que aux États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis d'Amérique, ce sont deux universités très connues qui m'ont invité, c'est-à-dire l'université de San Francisco ainsi que l'université de Stanford. Alors il y a eu aussi des contacts avec la communauté congolaise. Et donc je vais d'abord vous parler de cette tournée et dans la deuxième partie nous pourrons alors revenir sur l'actualité de la RDC. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette invitation, ces deux invitations? Mais tout d'abord parce qu'il y a eu une préoccupation de la part de certains Britanniques, mais également de certains Américains, parce que la question qui avait été posée, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo, par exemple en matière du travail des enfants, de l'enrôlement de ces enfants dans les mines, parce qu'il leur semblait à ces interlocuteurs qu'ils n'avaient pas tous les éléments, ils ne comprenaient pas pourquoi autour justement du travail des enfants dans les mines et de la mort brutale de ces derniers, ajouter à cela les massacres des femmes dans cette région, nos interlocuteurs ne comprenaient pas pourquoi, après une quinzaine d'années, ces crises n'étaient toujours pas résorbées. Comme s'il y avait une motivation à entretenir cette situation. La deuxième préoccupation qui a été exprimée, c'était de me demander est-ce que la République démocratique du Congo est un pays indépendant? Bon, cela m'a surpris un petit peu. Mais j'ai quand même compris qu'il y avait une préoccupation à chercher la vérité autour de cette réalité. Parce que tout de suite, on m'a demandé, mais qui décide en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une force qui fomente quelque chose qui échappe à l'opinion nationale et internationale? Qui triche? Est-ce qu'il y a des influences et des interférences extérieures? Donc ça, ce sont les questions qui m'ont été adressées au moment où on a motivé l'invitation qui m'avait été donc lancée. Alors, je dois faire part ici des deux briefings très importants que j'ai pu avoir, aussi bien au niveau de San Francisco surtout, et au niveau de Los Angeles. Alors, évidemment, le premier briefing à San Francisco, c'était de me dire, Madame, vous venez sur un terrain où on sait qu'il y a des problèmes avec votre pays, on sait qu'il y a des problèmes avec le Rwanda, mais le terrain que vous foulez maintenant, eh bien, vous faites très attention parce qu'il y a une réalité de l'infiltration rwandaise aussi ici en Amérique. Et cette infiltration n'est pas du tout négligeable, il faut quand même en tenir compte. Alors on m'a dit, Madame Kasavubu, vous devez faire aussi très attention sur le vocabulaire. On a attiré mon attention sur le vocabulaire. Par exemple, vous ne devez pas dire Tutsi.
vous devez au contraire utiliser le mot Rwanda ou Rwandais. Et alors on m'a aussi dit, il ne faut pas trop stigmatiser Hutu, mais vous devez plutôt, dans la mesure du possible, parler de prisonniers de guerre ou génocidaires. Donc on m'a fixé un peu le cadre de la syntaxe qui sied autour de ces questions. Parce que m'a-t-on souligné encore que les lobbies en fourmi travaillent de façon très efficace. Alors, il m'a été dit également que vous devez faire très attention parce que toute la politique de Kigali, vue d'ici, où nous sommes, à San Francisco, est construite depuis que M. Paul Kagame est au pouvoir sur 2 ou 3 principes. C'est-à-dire la revanche, la vengeance et la domination. Alors, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il y a un lobby qui travaille. Parce que, à la fin de ma conférence à l'université de San Francisco, une fois que nous étions rentrés, eh bien, le directeur du département des relations internationales a immédiatement téléphoné à un des organisateurs pour dire « Oui, mais tout était très bien, nous avons bien compris, nous avons bien reçu le message, mais madame a utilisé le mot Tutsi, elle a stigmatisé une tribu ou une ethnie. » Et notre interlocuteur était évidemment très étonné, puisqu'après avoir 30 ans travaillé pour que ce rendez-vous ait lieu, être interpellé de la sorte lui avait semblé quand même un peu étonnant. Évidemment, il s'est défendu pour dire que non, madame a expliqué les tenants et les aboutissants. Elle n'a pas fustigé, elle a donné la réalité. Donc c'est pour vous dire que ces lobbies-là travaillent et que, croyant avoir affaire à un public d'intellectuels, d'étudiants et de chercheurs, eh bien, il y avait certainement des infiltrés qui devaient faire donc leur travail. Alors, à l'université de Stanford, ce qui a été aussi assez étonnant, c'était que une fois que la prestation était terminée, j'ai été suivi hors antenne par deux intervenants ou 2 participants qui m'ont dit « Mais Madame Kasavubu, vous avez quand même donné ici des éléments que nous ne voyons pas régulièrement, que nous ne lisons pas régulièrement dans la presse. En tous les cas, merci beaucoup, on ne savait pas tout ça. » Et donc, je me suis félicité de ce voyage, puisque je me suis dit, mais si nous pouvons déjà éclairer une partie de l'opinion internationale et donner la vérité ou la contre-vérité par rapport aux mensonges qui sont diffusés en permanence, eh bien, c'est quand même déjà une partie gagnée. Alors, là où vraiment il a fallu que je puisse garder mon sang-froid et mon courage pour continuer à aller de l'avant, c'était après le 2e briefing qui a eu lieu cette fois-ci à Los Angeles, où là, il n'y avait pas une invitation dans une université, mais il y avait une invitation pour la communauté congolaise de Los Angeles. Parmi cette communauté, il y avait évidemment des chercheurs congolais qui travaillent à l'université de Los Angeles et d'autres qui travaillent à l'université de Californie. Donc j'ai tout de suite mesuré aussi l'importance de cet État, parce que déjà en 3 jours, j'avais compris qu'il y avait déjà plusieurs universités, un seul État. Alors vous vous imaginez, nous, dans notre pays, lorsque l'outil de l'éducation ne répond plus aux normes, c'est vraiment mesurer aussi le retard que nous sommes en train d'accumuler. Alors, le 2e briefing, qu'a-t-il révélé de très important? Eh bien, là, je dois vous avouer que je ne m'y attendais pas, mais il y a quand même un Rwandais qui s'est révélé, avec énormément de précautions, sachant que nous étions là, pour nous faire part de son analyse, en disant que, Madame, nous craignons pour l'avenir, parce que M. Kagame va nous laisser un héritage terrible. Évidemment, moi j'avais aussi mes précautions de ne pas trop en donner, de ne pas trop parler,
mais plutôt de l'écouter, puisqu'il avait sollicité la rencontre. Et il a dit, il va nous laisser un héritage séculaire de haine des Congolais contre nous. Or, nous n'y sommes pour rien, madame. Nous savons que l'occupation de votre pays est un acte d'agression qui est totalement injuste. Moi, je fais partie, disait-il, des Rwandais qui ont toujours apprécié l'hospitalité de nos frères congolais. Mais, madame, vous avez raison de continuer le combat parce que M. Kagame tue. Il tue sans compter, dit ce Rwandais. Mais, madame, vous devez savoir aussi que il a les Occidentaux dans sa poche. Alors là, j'ai un peu tiqué. J'ai voulu un peu quand même déroger à ma prudence pour susciter quand même une question. Et lorsque je l'ai regardé, il m'a répondu, il m'a dit oui, mais c'est quand même à cause de la naïveté des Congolais. Alors, là, évidemment, j'ai repris un petit peu mon humilité. Mais tout ce que je vise à faire, chère madame, c'est simplement de vous informer. Mais ce qui me tient le plus à cœur, a-t-il dit, et soyez assurés que ce que je vous dis, c'est vraiment ça la vérité. Le modus operandi de cet acte qui me permet de vous dire qu'il a les Occidentaux dans sa poche. Et donc vous devez redoubler de vigilance, madame, quand vous allez retourner, que ce soit en Europe ou dans votre pays. Je vais vous dire, madame, à Washington, par exemple, l'ambassade de la République démocratique du Congo est contrôlée par Kigali. Donc, si en tant que Congolaise, vous avez besoin de l'une ou l'autre démarche, parce que je sais que vous êtes Congolaise et que vous n'avez pas une autre nationalité, c'est le ministre des Affaires étrangères encore en titre qui devra alors donner une injonction, parce que je ne peux pas garantir que vos doléances puissent être vraiment rencontrées, puisque à l'image de Washington qui est contrôlée par Kigali, vous avez aussi les ambassades de Bruxelles et de Paris qui sont dans la même situation, les ambassades de la République démocratique du Congo. Donc vous devez faire très attention. Alors, il me dit aussi que ce modus operandi du Rwanda sur les pays occidentaux, c'est de convaincre ces derniers à ne pas répandre l'idée que c'est une occupation rwandaise qui dérange le Congo, mais que ce sont des instabilités dues au manque d'unité des Congolais, etc. Alors, il nous a dit qu'il y a une entité, la Directory Military Intelligence, c'est-à-dire un peu un genre de ANR, l'équivalent de l'ANR chez nous, et il y a un Congodesque qui s'occupe de tout ça. Alors il m'a dit, madame, quand vous rentrez en Europe, dites à vos compatriotes qui luttent pour le pays et qui un jour, j'espère, pourront faire la paix avec nous, que tous les deuxièmes secrétaires d'ambassade du Rwanda dans ces capitales importantes sont les vecteurs des dangers de ce modus operandi. Alors j'ai quand même demandé comment. Il a dit que les vecteurs de ces dangers sont d'abord d'ordre scientifique, sont aussi d'ordre diplomatique, mais également sont d'ordre sociologique par les Congolais qui sont corrompus ou qui adhèrent à toutes sortes de tentations qu'on vient leur présenter. Alors, les vecteurs scientifiques, il nous a dit, mais qu'il y a des chercheurs indiens qui sont au service de Kigali, et c'est par eux que tous ces empoisonnements que nous déplorons passent. Alors, il a dit que les recherches sont très poussées dans le sens que ils ont mis en place un système de cancer non détectable, si ce n'est que quand ça devient en 4e stade, c'est-à-dire quand ça devient trop tard. Et que ces poisons ont été testés sur des prisonniers de guerre. Vous aurez compris ce que ça veut dire, puisque je vous ai précisé le vocabulaire. Et que ça a été testé donc sur des prisonniers de guerre. Alors, les vecteurs diplomatiques, m'a-t-on dit, ce sont les mallettes diplomatiques
qui sont chaque semaine transférés vers ces deuxièmes secrétaires dans ces ambassades clés. Alors, j'ai quand même demandé, mais comment est-ce que tout cela peut avoir un impact finalement sur le terrain, quitter le deuxième secrétaire ou le bureau du deuxième secrétaire de toutes ces ambassades rwandaises pour venir affecter soit des opposants qui sont dérangeants ou etc. Eh bien, on m'a dit que non. Là aussi, Kigali a prévu un système de suivi, c'est-à-dire qu'il y a un réseau de femmes rwandaises qui sont nées en diaspora, qui ont été convoquées à Kigali il y a un temps, et là-bas on leur a inculqué les méthodes d'infiltration des institutions et des hommes politiques occidentaux. Parce qu'il faut que Kagame puisse gagner leur confiance afin de régner et d'obtenir gain de cause. Alors, il m'a passé en revue, il faut séduire, comment mentir, comment aussi prendre des photos en catimini pour après que ça puisse éventuellement servir de chantage. Alors, évidemment, chère madame, tout cela, c'est pour permettre que les décisions qui sont prises contre le Congo, mais à l'avantage du Rwanda, puissent passer. Et vous verrez de plus en plus des décisions irrationnelles qui seront prises contre votre pays, mais ça relève justement de ce modus operandi. Alors, il a dit qu'il y a encore un domaine qui sera affecté, et là je prie aussi que vous soyez attentive, chère madame, c'est que la francophonie sera aussi un relais de ce vecteur. Et là, vous pouvez être certaine que la grille de lecture de l'histoire sera progressivement atteinte si on y prend garde, parce qu'évidemment, si on parle de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, ça veut dire aussi qu'on peut avoir un regard sur la RFI, sur France 24, sur TV5, etc. et d'autres types de médias qui progressivement seront alors conditionnés à une relecture de notre histoire, ou en tout cas à une lecture ou à une grille de lecture qui est conforme à la volonté de Kigali. Et donc, la DMI, donc ce directoire, est chargé donc d'étouffer toute contestation anti-Kagame, aussi bien au Congo qu'à l'extérieur du Congo. Et donc, la version c'est il n'y a pas d'occupation au Congo, mais que ce sont les Congolais qui se battent entre eux. Tantôt avec du M23, tantôt avec des Maï-Maï, tantôt avec des groupes intempestifs, tantôt aussi avec une colère intempestive entre des communautés qui ne s'aiment pas, des Ema, des Lendou, et puis du Beni, de Butembo, ainsi de suite. Et voilà donc ce qui est communiqué. Donc, me dit-il pratiquement vers la conclusion de cette intervention, de cette rencontre, c'est que M. Kagame a réussi à étouffer tout éveil. Et que même dans certains milieux artistiques, m'a-t-il dit, là-bas aux États-Unis, l'infiltration a lieu aussi. C'est-à-dire que là où il y a des velléités, genre Georges Clooney, pour venir en aide à telle communauté, parce que tout d'un coup, il y a un homme de culture qui s'intéresse au mal qui est fait à des populations innocentes, eh bien, on doit aussi infiltrer les milieux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres Georges Clooney qui se réveillent ou qui se réveilleraient un jour pour dénoncer ce qui se passe au Congo, notamment avec les femmes qui sont meurtries, etc. Et donc, la conclusion de ce modus operandi, c'est l'infiltration, l'assimilation et la substitution. Et là, mon attention a été attirée sur le fait que le phénomène des passeports que nous avons déjà sous d'autres circonstances révélées, eh bien c'est un phénomène réel qui permet justement à cette infiltration rwandaise et à cette politique de M. Kagame qui nous affecte de mieux passer. C'est que les noms d'emprunt qui sont souvent utilisés, ce sont des noms tels que des Mwamba, tels que des Tamboué, vous trouverez beaucoup des Mabiala aussi, parce que le Bas-Congo progressivement a aussi été pris pour une cible, je dirais, d'interférence ou d'habillement ou de déguisement, et que donc il y a aussi des Mabiala qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui sont en réalité des Rwandais. Et des Kalonda aussi. Donc voilà un peu quelques
non génériques hein, qui m'ont été précisés. Et finalement, me dira cet interlocuteur, y compris se marier, si la cause justifie que le seul moyen d'atteindre l'objectif, c'est de faire comme si on aimait le conjoint ou la conjointe, c'est de se marier, de faire un enfant, eh bien, on peut aussi faire un enfant pour être au plus près de l'objectif à atteindre. Et c'est comme ça que vous voyez tant de situations. Alors, on m'a cité pas mal d'exemples, mais ce serait trop fastidieux ici de revenir sur tous ces exemples-là, mais on m'a cité que, par exemple, dans les milieux des pasteurs, qu'il y a eu aussi des cas où un cancer du pancréas a été détecté trop tard, mais on a pu constater que c'est un pasteur qui est mort empoisonné, un Congolais évidemment. Mais il y a aussi d'autres cas qui m'ont été signalés pour dire que cette politique va si loin que eh bien, on peut même obtenir des fonds de la part de Kigali pour arriver à créer un institut dans une université américaine. C'est le cas, par exemple, à l'université de Los Angeles. Il y a une chaire de linguistique qui a été créée, mais en réalité, c'est un Rwandais. Et ce Rwandais, il se camoufle, d'après notre informateur. On peut croire que c'est un indigent, on peut croire que c'est quelqu'un qui manque de tout, mais en réalité, régulièrement va à Kigali et régulièrement en revient. Et vous pouvez même avoir pitié parce que l'art de mentir est tellement bien imprégné que même les Congolais naïfs, nous a-t-on qualifié, peuvent chaque fois tomber devant cette menace. Donc, voilà un peu les éléments qui ont attiré quand même, enfin sur lesquels on a voulu attirer mon attention. Et donc, c'est pour dire que le combat que nous menons est un combat qui est très très important et qui demande énormément de vigilance et beaucoup de ténacité, mais également un engagement de notre part pour que nous puissions aussi apporter le contre-pied de cette politique. Parce que à partir du moment où des Rwandais aujourd'hui se rendent compte eux-mêmes que nous allons dans une mauvaise direction, que l'héritage de cette crise sera difficile à gérer, eh bien je crois que nous devons être aussi très très attentifs à cela et savoir aussi faire la part des choses. Alors, en conclusion, je dirais tout simplement que on m'a également signalé que il y a eu et il y a régulièrement des rencontres des ambassadeurs rwandais à l'extérieur à Kigali. On les invite, on les convoque pour chaque fois un peu rebooster un peu ce modus operandi de manière à être sûr que dès qu'il y a une tête qui se lève ou dès qu'il y a un danger quelque part, et bien que l'étouffoir ne soit pas trop loin pour faire taire évidemment les intéressés. Alors, maintenant la deuxième partie de notre entretien concerne évidemment nos prises de position par rapport à ce qui vient de se passer, qui en fait n'est que l'épilogue de ce à quoi on assiste dans notre pays depuis une vingtaine d'années, en sous-bassement justement de cette politique d'occupation. Et donc, je réitère ici le fait que pour nous, diaspora congolaise, diaspora politique responsable, pour nous, le pays, la République démocratique du Congo est un pays sous occupation. Il n'y a pas vraiment à tergiverser là-dessus. Nous sommes sous occupation. Et quand on entend des Rwandais aujourd'hui commencer à s'inquiéter de la situation qui leur sera laissée en héritage, eh bien, je pense que nous avons la responsabilité de reprendre encore plus conscience nous-mêmes que nous avons un devoir impératif absolument à exercer parce que cette situation évidemment ne peut plus durer. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques intelligences qui pensent qu'il faut balkaniser le Congo ou qui pensent qu'il faut faire imploser le Congo, mais ils ne se rendent même pas compte qu'il ne s'agit plus maintenant de continuer dans cette mauvaise voie qui est totalement funeste, suicidaire pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense que plus personne ne contrôle plus rien. Alors, la preuve c'est que on peut croire qu'on a affaire à une classe politique depuis 20 ans, depuis Sun City, mais on se rend compte qu'on peut signer un document
qui peut être totalement remis en cause quelques heures après. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas fustiger uniquement la classe politique congolaise, mais ça montre aussi que le miroir qui est en face, si médiocrité il y a ici, mais il peut aussi y avoir médiocrité dans l'autre camp. C'est-à-dire que comment est-ce que des pays qui nous donnent toujours des leçons peuvent avoir traité pendant 20 ans avec des acteurs qui finalement ne savent même pas pourquoi ils vont dans des rendez-vous, pourquoi est-ce qu'on les invite à des rencontres, pourquoi est-ce qu'ils vont traiter du Congo. Et chaque fois, on traite du Congo en dehors de la République démocratique du Congo, lorsqu'il faut prendre des engagements importants. Donc, je pense que la géohypocrisie qui vient d'avoir lieu, c'est un système auquel vraiment nous devons mettre fin, parce que je reste persuadé que la communauté internationale compte encore parmi elle, aussi bien la communauté internationale africaine qu'occidentale, compte encore des hommes et des femmes de bonne volonté qui peuvent comprendre justement toute la mesure du drame qui se joue en Afrique centrale et accepter à nos côtés d'y mettre fin. Donc, on ne peut pas dans un pays sous occupation, mais pousser un peuple à aller aux élections. Mais d'abord, qui va aller voter? À partir du moment où déjà, au niveau de tout l'arsenal qui a été proposé ou qu'on a voulu proposer au peuple congolais, c'est un arsenal électoral qui pose problème. Et les données sociologiques et ethnologiques ne sont plus du tout conformes au principe même, je pense, du recensement classique dans un pays. Donc, qui va aller voter et qui n'ira pas voter? Donc, nous croyons vraiment que c'est une folie et nous ne sommes pas finalement étonnés qu'il y ait eu des retournements des situations parce que de plus en plus, la clarté est faite que le 1+4 de Sun City devait maintenant être prolongé par un 1+7 aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines. Et je pense que c'est une autre manière de manquer de considération vis-à-vis d'un peuple qui n'a cherché de guerre contre personne et qui ne demande qu'à vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Alors, moi je pense que ce qui s'est passé à Genève il y a quelques heures, ce n'est pas tellement que la base de certains leaders, la base sociologique de certains leaders les ait enjoints à renoncer, mais c'est tout simplement parce que la vérité aujourd'hui, elle est connue. En réalité, c'était une mascarade. Genève devait servir de mascarade pour réintroduire M. Katumbi dans le jeu et, en tous les cas, permettre que M. Fayulu puisse être la courroie de transmission par rapport à cette donne-là. Donc ça, c'est l'état d'information que nous avons pu recueillir. Et nous avons même obtenu encore des précisions que dans tous ces modus operandi qui dérangent le peuple congolais, eh bien, la finalité, s'il n'y avait pas eu ces renoncements, c'est que parmi les intervenants de l'Union européenne qui se sont toujours mobilisés pour se mêler de nos histoires, de notre histoire aussi, eh bien, il y a la démarche de chercher à ce que l'Union européenne lève les sanctions et que finalement, ce qui devait se passer à Genève puisse servir de soubassement pour continuer avec les mêmes. Donc vous voyez que si le peuple a pu se manifester pour dire aux uns ou aux autres non, n'y allez pas renoncer, mais c'est parce qu'au niveau du peuple congolais, on a aussi des informations. Ce n'est pas un peuple qui est aussi bête qu'on voudrait le faire croire à l'opinion internationale. C'est un peuple aujourd'hui qui réfléchit, qui a été mis en place depuis Sun City, justement. Et donc, au cas où l'hypothèse qui était là sur la table, c'était qu'une fois que ce jeu, si ça devait être entériné, eh bien, on a tellement fait les infiltrations que je viens de décrire ici, que l'Union européenne allait tout de suite dire oui, ok, ça va, on entérine. L'Union africaine, évidemment, vous savez qui est à la tête de l'Union africaine,
Et demain, l'OIF allait dire aussi, ah mais oui, oui, tout ça c'est bon. Et on allait assister à ce qu'on a vu en 2011. Ah oui, l'ordre d'arrivée ne peut pas changer. M. Tshisekedi ne pourra pas avoir la primature ou être chef d'État, etc. Et donc on allait assister de nouveau à cette même rengaine que non, les choses se sont passées. Oui, il y a eu quelques irrégularités. Oh oui, mais non, oui. Donc, on allait encore soumettre le peuple congolais à ce jeu-là. Et je vous dirais que c'est un jeu qui est destiné aussi, in fine, à donner du temps au temps, de sorte que tous les nationalistes de la génération post-Étienne Tshisekedi Wamulumba puissent mourir de leur mort naturelle, et entre-temps, on aura remplacé le logiciel par tous ceux qui, subitement, grâce à une base, peuvent encore se dire, mais tiens, je renonce à ma signature parce qu'il y a une conscience des ancêtres qui est en train de s'exprimer et de nous dire, stop, il ne faut pas aller au-delà. Donc, la politique du fait accompli, c'est ce à quoi on allait assister. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, la diaspora est le recours. La diaspora est le recours pour rassembler. La diaspora congolaise est la solution. La diaspora congolaise est l'option définitive et fondamentale pour que ce pays puisse se redresser. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la diaspora n'exclut pas les partenaires. La diaspora veut une collaboration loyale. La diaspora veut un développement intégral pour ce pays qu'est la République démocratique du Congo. Et donc, nous pensons que toutes ces thèses de balkanisation, ce sont des thèses absolument dépassées. Toutes ces tentatives qui veulent imploser le Congo, je pense que nous devons combattre ces thèses-là, parce que ça ne répond pas de la sagesse, et en tous les cas, ça ne contribuera pas à la paix dans le monde. Bien au contraire, ça va encore attiser l'instabilité dans le monde. Et donc, nous disons que après tant d'expériences de lutte, je pense que le peuple congolais n'a qu'un seul souhait, et nous relayons ce souhait, nous incarnons ce souhait, c'est que le Congo puisse se redresser et que le Congo puisse être restauré, mais que le Congo aussi puisse être géré par des hommes et des femmes politiques responsables qui peuvent engager le pays, et lorsqu'ils engagent le pays, sont aussi à même de contribuer à assurer la pérennité des décisions qui sont prises. Et donc c'est là tout le sens de la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel que défini le 30 juin 1960, lorsque cette même communauté internationale avait accepté de reconnaître que le Congo, la République démocratique du Congo, est un pays indépendant. Et donc, voilà, mes chers amis, l'essentiel de la communication que je voulais partager avec vous, en répétant et en insistant encore une fois, nous sommes un pays occupé. Et que si, selon nos témoins, et que la communauté internationale, quelque part, certains pays de la communauté internationale sont pris aux entournures, sont peut-être piégés, comme notre interlocuteur de Los Angeles nous l'a dit, ça ne doit pas être au détriment du peuple congolais. Et nous pensons qu'il y a moyen de faire des affaires dans un pays qui regorge de richesses, sans qu'il soit nécessaire de continuer à massacrer impunément la population de ces pays. Voilà, je vous remercie.